ça, Gert? Absolument. Écoute, évidemment, si tu peux nous parler du trade de Sherrod, je voulais juste confirmer, c'est bien, le choix est non protégé, right? Le choix de première ronde est non protégé. Peux-tu nous parler justement, est-ce que c'était ça la clé dans le trade, puis nous parler aussi de Smilanic? Oui, Smilanic. C'est ça, on ne voulait pas donner la protection. On ne sait jamais comment les saisons déroulent. Il n'y avait pas leur choix de première ronde non plus pour cette année, mais en réalité, même avec les autres équipes, on demandait le choix de première ronde de 2023, pas 2022, vu qu'on a déjà 3 choix dans les premières, probablement 35 pour cette année. Puis on a 13 choix cette année aussi. Alors, c'était une partie de les discussions, puis on ne voulait pas le donner. Puis Smilanic, je lui connais, il a joué pour l'équipe américaine, le Development Program. Il était une année avant mon fils, mon plus jeune, alors je l'ai vu jouer plusieurs fois. Ainsi, on jouait contre Quinnipiac une couple de fois cette année. J'étais assisté au match. Alors, c'était un joueur avec beaucoup de vitesse, capable de scorer. Puis, on avait déclaré au début qu'on trouvait qu'on fallait améliorer notre vitesse. Alors, c'est un autre joueur qui nous aide dans ce contexte. Et ça va bien, hein? Je trouve que ça va moins bien parce que j'ai moins de... Je cherche Chantal puis Guillaume pour parler en français plus souvent. Et je pense que tu as demandé le choix de 2023. Est-ce que c'est quelque chose que les équipes étaient peu enclins à faire? Est-ce que c'était difficile de trouver des équipes qui voulaient se départir de ce choix-là? Je peux pas te dire non. Il n'y a pas une équipe qui a dit non, absolument pas le 2023. Mais tu sais jamais si une équipe est prête à le faire jusqu'au temps que... Souvent, les discussions, c'est possiblement, je vais considérer ça, mais autant qu'il y ait un échange de fait, on ne sait jamais. Est-ce que la transaction de Josh Manson cette semaine a ouvert certaines portes ou accéléré le processus ou jeter les bases peut-être d'une négociation? Je ne sais pas à quel point c'est Josh et puis à quel point c'est juste qu'on est rendu dans la dernière semaine, mais j'imagine que les deux aspects ont une influence sur les équipes. Alexandre et Richard Lavigne. Quand je suis conscient qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire, que tu ne voudras pas dire, mais est-ce qu'au moment où on se parle, sans nommer de nom, il y a un réel marché dans la Ligue jusqu'à lundi pour des joueurs qui ont des contrats encore valides pour l'an prochain et peut-être même pour les saisons suivantes, là? Tu sais à qui je fais référence dans votre équipe sans les nommer, mais y a-t-il un vrai marché, Ken, pour ça actuellement? Je crois que c'est pas compliqué. Tout le monde peut voir les situations de masse salariale des équipes. Je crois que c'est difficile d'échanger des gros contrats avec du terme. Les équipes font tout pour les équipes qui essaient de gagner le Coupe cette année, c'est sûr, la plupart de ces équipes n'ont pas beaucoup d'espace. Alors, quand tu veux faire un échange avec un contrat à long terme qui a beaucoup d'argent, ça requiert aussi de prendre des joueurs de retour aussi. Ma question concerne Carey Price. Est-ce qu'au moment où on se parle, Ken, vous avez une certaine assurance que Carey va pouvoir jouer? Parce que la dernière fois qu'il a rencontré les médias, lui-même ne savait même pas s'il était pour jouer encore. Est-ce que cette décision-là est tombée de la part des médecins et est-ce que ça influencera la suite des choses pour l'avenir de Montembeault, l'avenir de Jake Allen avec le Canadien? On est encore dans une période d'incertitude à propos de Carey, puis je crois qu'on va être là jusqu'au temps qu'on lui voit jouer dans un ou plusieurs matchs, puis on voit que son genou répond de la bonne manière. Entre-temps, c'est sur le côté des gardiens, de Jake puis de Sam, ils sont partis de l'organisation. On n'a pas de plan d'échanger un gardien dans le moment. Ken, juste parler du marché des transactions un peu. Dans l'Est, le portrait des séries est très clair. Donc, on le sait depuis longtemps qu'il y a 8 équipes qui sont vendeuses. Il y en a une couple
aussi dans l'Ouest. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. À quel point, est-ce que ça a un impact sur le marché, le fait qu'il y ait autant d'offres? Et puis, si oui, comment? C'est sûr, de notre part, quand on parle aux équipes dans l'Est, on leur dit, écoute, s'il ne va pas à telle équipe, il va aller à une autre équipe. Je suis conscient que si j'étais dans leurs souliers, ça aura une influence parce que si je crois que Ben Chiarot c'est le meilleur défenseur disponible lancé gauche dans le marché, c'est pas moi qui l'a, puis c'est une autre équipe dans mon conférence, mais ça rend les chances plus minces de se rendre au Coupe Stanley. Alors, on a parlé à plusieurs équipes dans l'Est ainsi que des équipes dans l'Ouest, puis en fin de compte, c'était Floride qui était le meilleur échange pour les deux côtés. Première conférence de presse, je pense que tu avais dit, on est souvent dans la business de vendre l'eau puis acheter high. On peut penser que dans le cas de Chiarot, tu l'as vendu pas mal high. Là. Est-ce qu'il y a, sans nommer de nom, est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans ta formation qui tu as l'impression qu'ils sont peut-être un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire que leur valeur n'a jamais été aussi élevée? Oui, mais c'est sûr qu'il y en a qui jouent de très bon hockey dans le moment. Si la question c'est est-ce qu'on va considérer d'échanger un autre joueur dans un contexte où leur valeur est haut, qu'est-ce qu'on a appris de l'équipe dans les dernières 6 semaines, 7 semaines, c'est que notre chambre est fort. Les joueurs ne lâchent pas. Ils n'ont pas lâché sur la saison, ils n'ont pas lâché sur des matchs. On a vu à chaque fois qu'on perd, même 3-1, 4-1, l'équipe est là, ils travaillent pour se remettre dans le match. Ils l'ont fait mardi contre Phoenix ou Arizona. Alors, c'est sûr qu'on doit évaluer plusieurs aspects avant de déterminer. Ce ne sera pas juste 7 joueurs jouent au-dessus de ces niveaux. Si on peut aller chercher le meilleur échange, on va le faire. Il faut qu'on considère aussi la chambre, puis on veut continuer de la manière qu'ils jouent depuis un mois ou et demi. Angels et John Loup. Oui, bonjour Kent. Donc, je comprends bien, tu n'es pas activement à la recherche d'échanger encore 3-4 gars. Là. C'est ce que tu es en train de dire, c'est que si tu as des offres que tu ne peux pas refuser, tu vas considérer, mais tu n'es pas sur le téléphone à chaque heure pour tenter d'échanger du monde. Non. J'étais juste pour dire non. Puis c'est sûr qu'on a un autre aspect, c'est de continuer à regarder où on est sous le masse, le cap. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour nous donner de la flexibilité dans le futur. On va toujours évaluer ces options. Pour faire suite un petit peu à ce que Martin t'a demandé sur Carey Price, est-ce qu'il y a encore un espoir, donc il y a encore un espoir qui joue cette saison? C'est ce que vous croyez? Oui. First off, how do you feel you did in this trade for Ben Chiarot? How do you feel about the return? I always feel like whenever in my past life when I signed a player, we just moved on and said, hey, this was the deal that we thought was the right deal. As far as the trade, as of yesterday, we felt that was without question the best deal that we could do. Could we have waited and possibly had a better deal? Who knows? I think you go into free agency on the player side and you could wait and maybe end up with a better deal. Maybe you end up with a lesser deal. You don't know. Circumstances change it from day to day with injuries and things of that nature. But we're happy with the trade, and I think it makes Florida a much better hockey team at the same time. You know, at the end of the day, if every trade we do works out for both teams, I think that's the perfect situation. Two-part question here. The first part is why Smilanic? And I don't even know if I'm saying his name correctly. Smilanic. Okay. Why him specifically? And secondly, what do you hope? What is your main objective between now and Monday, 3 p.m.? Smilanic, I tried to address it. Listen, we feel like the style of play, which I think is becoming a little more obvious as we watch our team and watch how Marty's coaching this team. You know, to the extent that we can continue to be faster and smarter and bring that brand of player
to this organization. I think it's going to help us, you know, in terms of the team that we field and the success that we have. And Ty Smilanic helps us to address that. He can score, he can really skate. We've seen a lot of him. You know, he made the U.S. World Junior team, so we thought he was a good prospect to add, and he brought the qualities that we were looking for. What was the second part? What's your main objective between now and Monday? And even emerging. I don't know that I want to kind of announce publicly to the whole world what our objective is between here and the end of the day. I think ultimately continue to where there are opportunities to improve our ability to compete on a sustainable level and put that team in place that we talked about from the beginning. That's what we're trying to do. You know, I think we probably look at it and say, hey, we have certain areas of uncertainty in net with Carey's injury. We've got certain areas where we think we could improve as a team too positionally. So, you know, we consider all of that, you know, in terms of the puzzle. But we're not specifically looking to move another. There's not one specific player that we're saying, hey, we have to move him right now. Other than, I think we've said publicly before, we'll trade Jeff Petrie if we can, given the family situation. But we're only going to do that if it's a deal that makes sense for us and if it makes sense for Jeff. And Jeff knows that. I've spoken to him about it. So. John Lou, And how deeply are you into the process of making final determinations on players that you want to hold on to, ones that could possibly go, given the number of days left between now and the trade deadline? Well, we're further along, I guess is a simple question. We've had an opportunity to watch these guys in different situations, right? When we first got here in mid-January, mid to late January, it was tough circumstances. We were losing, you know, pretty significantly, and you know, there's been a renewed energy, I think, from the group, and you know, increased kind of spirit, so to speak. So it's helped us evaluate players in different situations, quite frankly. In terms of identifying players that we want to move on from, I don't want to say that we're looking to move on from specific players right now. If anything, we're considering, if we get phone calls on a trade that will make sense for us, we'll definitely consider it. I've said it before. I've told the players we're not looking to make a fire sale here, and we've tried to reassure them. I'm sure there's if you're an athlete, there's an element of uncertainty when you read your name in the paper or in the media that you might be moved. And you know, we've tried to keep our doors open and tell players, if you have questions, concerns, you want to know something, come in. We're trying to communicate to the extent that we can. If we can improve our team, we'll make a move. But we don't need to do everything between now and Monday. Kent, you got a nice return for Ben, but obviously he leaves a big hole on your blue line with the minutes he eats up in that. I mean, there's obviously the possibility of him re-signing here in the summer, but moving forward, you got Gooley coming up. Moving forward, how do you plan to fill that hole that he leaves behind? Well, we have young D prospects. You mentioned Gooley. We're hopeful that we'll be able to sign Jordan Harris, you know, to be determined when his season concludes. Jack-Eye is signed and will be joining the pro ranks next year as well, and Jaden Struble is another player, left side D, whether he comes next year or the year after, that's to be determined when the season's over as well. So we feel we have some good young D prospects coming. Whether we need to do something on a interim basis until they're ready to play, we'll make that decision at the end of the year. I know you've put a lot of focus on analytics coming in, taking over this job. Ben's not necessarily a good analytics player. How do you weigh that when you're evaluating players with analytics and then a guy like Ben who's maybe not a good analytics? I think Seji said it, what do you call it, information, data. I'm a big believer in having information, and I don't think information is a substitute for your eye. And information or analytics is not, in my opinion, as we move forward with that department of hockey ops,
it won't be exclusively for us to evaluate hockey players. It will be for our coaching staff. It'll be for our development group. It'll be for our strength and performance group, right? It's all of them need information to be able to evaluate what we're doing, how we can do it better, and we'll use it. But it'll never be. There's so many factors I feel that can't be controlled. To me, Ben Chiarot was gonna. Whoever got Ben Chiarot was taking a big step forward in their chance to win the Stanley Cup. So, to the extent that analytics say that he's not an analytics darling, to me he's a pretty effective hockey player and is going to help a team in the playoffs. On va prendre les questions de 6 derniers intervenants. Dan Robertson, Jeff Chaumont, Patrick Friolet, Marc-Antoine Godin, Jordan McKenzie et Simon Guilherand. Okay, I just wanted to ask you about Romanov and his development, and if you think Chiarot being paired with him helped him find his way. I think so. I do think so, and it seemed like once that pairing went together, both of their games really started to elevate. We had new coaching staff in, but Luke's always been the D coach, so part of it could be a little bit style of play, and it sounded like there was some confusion from the players in terms of what the D zone was or what the responsibilities were, and I think that got clarified, and maybe that helped too. But in the end, Romy's game has been trending in the right direction, and he's a good young defensive prospect for us. Oui, salut Ken. Brett Kulak n'a pas la réputation d'un Ben Chiarot, mais c'est un défenseur qui est fiable avec le Canadien depuis un bon nombre de saisons. Il n'y a pas de contrat à la fin de l'année. Est-ce que c'est plus probable de s'asseoir avec Brett Kulak et essayer de travailler sur une prolongation de contrat ou il y a un marché pour une transaction? On aime Brett Kulak comme joueur. On n'a pas d'intérêt de l'échanger. Je ne peux jamais dire qu'on n'échangera pas un joueur. S'il y a une offre qu'on ne peut pas refuser, on va certainement le considérer, mais je peux vous dire qu'on n'est pas dans le marché. C'est pas qu'on fait des appels pour demander aux gens s'il y a un intérêt dans Brett Kulak. Il y a plusieurs équipes, évidemment, qui n'ont pas beaucoup d'espace sur le plafond salarial. Le Canadien peut en avoir, mais c'est difficile aussi de tout comprendre avec le Long-Term Injury Reserve. Est-ce que vous êtes dans une position où c'est possible de manger un mauvais contrat pour aider une équipe? Pas dans le moment. Bonjour, Patrick. Vous avez un peu avec John un peu plus tôt. En 2 mois, comme directeur général, vous avez vu 2 visages complètement différents de l'équipe. Comment ça a eu une influence sur l'évaluation des joueurs et à quel point vous avez évolué dans votre pensée par rapport à certains joueurs pour construire l'avenir avec eux? C'est sûr, ça a une influence. On arrive, l'équipe perd, des joueurs jouent pas à leur potentiel, mais je dis souvent que ça prend une familiarité dans le dépistage pour vraiment... Ça a eu assez d'influence qu'on parle même avec nos dépisteurs dans l'amateur, puis comment on va structurer le département dans le futur. Parce que le Cole Caulfield qu'on a vu dans les premières 30 matchs, si on avait un repêchage des joueurs dans la Ligue nationale, peut-être c'est un choix de 7e ronde. Le Cole Caulfield qu'on a vu depuis 6 semaines, c'est un choix de 1er ronde dans la Ligue nationale. Alors, quand on parle d'un repêchage dans la Ligue nationale, il y a des joueurs qui vont tomber dans des bons contextes ou des moins bons contextes. Comment est-ce qu'on est en mesure de ne pas faire une erreur sur un joueur qui joue dans un mauvais contexte ou de faire une erreur parce que quelqu'un joue dans le contexte parfait. Alors, que ce soit notre équipe dans la Ligue nationale ou à Laval ou des joueurs qu'on va repêcher, le plus d'histoire, de contexte qu'on peut avoir sur eux, plus d'années, plus de temps qu'on a pour les évaluer, le mieux qu'on va être. Puis on évalue tout sur cet aspect. Dans les discussions, est-ce qu'il y a eu possibilité de le conserver, ses services à Montréal? Est-ce que vous avez eu des négociations avec lui ou est-ce que dans votre plan, c'était clair qu'il y avait une transaction? Il y avait eu des discussions dans l'été avant qu'on était arrivé. Depuis que je suis ici, le plan était de l'échanger. Bonjour, Marc-Antoine. Juste par suite, parce que Patrick te demandait,
disais que bon, tu en avais appris beaucoup sur ton équipe dans les 6 ou 7 dernières semaines. Un vestiaire solide, une énergie renouvelée. Est-ce que, quand tu es arrivé en poste, tu avais sûrement un chemin en tête pour arriver à ton objectif? Est-ce que tu as l'impression que, à la vue de ces informations-là, le chemin pour te rendre à ton objectif a changé? Oui et non. Pour se rendre à l'objectif, c'est sûr, on a des jeunes joueurs, des Nick Suzuki, des joueurs core, est-ce qu'on dit ça? Des joueurs de noyau. Il y a un timing de tout. Alors, d'évaluer des joueurs, de voir un très bon jeune joueur quand on pense qu'il va arriver à son maximum de potentiel, puis comment ça peut influencer le timing des choses, oui. Dans ce contexte, oui. Dans un autre contexte, les besoins ou les besoins de l'équipe, je crois qu'ils sont encore là. Ils n'ont pas changé au niveau de... On a certains trous qu'on doit remplir, mais le timing peut changer. Par ailleurs, dans le cas de Ben Sherratt, je comprends qu'une brigade défensive, c'est toujours un mélange des genres, mais là, vous venez d'échanger Ben Sherratt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez commencer déjà à essayer de trouver le prochain Ben Sherratt en termes de style de joueur, ou vous allez profiter de cette occasion-là pour dire peut-être que notre brigade défensive, on veut lui donner un nouveau look avec un style de défenseur différent? Je pense que tu peux avoir une bonne défensive avec... Il ne faut pas que tous les joueurs jouent de la même manière, mais comme équipe, on a une certaine philosophie de la manière qu'ils jouent, mais pas nous, mais les coachs. Puis je sais que Martin ne parle pas des systèmes, mais dans le style de jeu, pour donner un exemple, il y a certaines équipes qui jouent d'une certaine manière, dont certains joueurs vont profiter, puis d'autres peut-être vont mieux paraître dans un autre style de jeu. Alors, c'est ça qu'on va continuer à évaluer les choix qu'on prend en fonction de la manière qu'on joue. J'ai averti plusieurs fois que tu ne prends jamais des décisions comme gérant basées sur la manière que ton coach, parce que... Mais le coach de la manière qu'on veut que l'équipe joue. Alors, je ne crois pas que en 10 ans ou 5 ans ou quoi que ce soit, si Martin Saint-Louis n'est pas le coach, que la prochaine coach qu'on va chercher va changer la manière qu'on va jouer. Excuse-moi. J'ai 2 questions qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. D'abord, est-ce que tu cherches à te départir du contrat de chez Weber? Parce que c'est John Sedgwick avait parlé que justement que c'est pas idéal de composer dans une situation éternelle de long-term injury reserve. C'est quoi la situation avec le contrat de Weber? On cherche. Sedgwick, c'est notre... je lui ai dit, John, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars brillant, mais il ne serait jamais un professeur. Alors, il va dire que je ne suis pas un bon étudiant, mais on poursuit des opportunités pour nous donner de flexibilité au niveau du cap. Je ne peux pas parler de comment on va le faire, mais s'il y a des moyens de le faire, on va le faire. Sans lien avec ça, est-ce que tu cherches à aider le Rocket de Laval qui pourrait faire possiblement un push en play-off? Oui, je pense que au niveau de... Si la question, c'est est-ce y a-t-il des joueurs qui jouent présentement pour les Canadiens qu'on va renvoyer dans la Ligue américaine au fin de la saison, je crois que c'est des décisions qu'on va prendre rendues là, mais je crois que ça sera une bonne expérience pour Laval puis pour l'organisation que Laval il connaît un bon chemin dans les séries. Oui.
You already mentioned in French that you have explored opportunities with Shea Weber. I was wondering if you had any other general updates on what he's been up to and when we might expect to kind of hear from him again. I met him in Vancouver, chatted with him briefly. I don't know that I can give you that answer in terms of when he's going to speak to the media or whatnot. I know from an injury standpoint, I spoke with Dr. Mulder the other day. You know, it's a tough situation for him, physically speaking. So I don't know that I can give you, I'd like to be able to give you a better answer than that, but that's what I can give you for the time being. Question, you had also mentioned with regards to the Laval Rocket and their team, how important is it for you to see them have a successful rest of their season? And with regards to, you know, obviously considering the idea of sending some of your players down, how important is it for you to see them have a successful rest of their year? Well, I think it's important, you know, we're trying to, everybody in professional sports, you know, whether it be at the NHL level, American Hockey League level, is looking to reach that pinnacle and win the championship. And there are experiences that athletes go through on the way to trying to win a championship that they take with them. So I think it's very important. I think there's a balance, too, with any team where there are certain players in the locker room every day, you know, battling to get there, and you have to take into account, like, if we were to go sign 4 or 5 guys and send down 3 guys, then what do we do to that room? What do we do to those players that end up being on the short end of the stick? So, you know, we're going to consider everything and try to make the best decisions for the organization, but we do value, you know, the opportunity and the experiences that come from a long playoff run, ideally a championship. Merci, Ken. Pierre, merci tout le monde. Oui, je suis content, puis oui, on souhaite qu'il reste avec nous. Puis je pense que j'avais dit ça au départ quand on l'a embauché, que c'était pas, comme il a dit, Martin a dit, je ne suis pas venu pour être un substitute teacher, puis de notre côté, c'était pas le plan non plus, mais c'était une première étape ou démarche, puis on espère qu'il y a une deuxième et troisième.